Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble du staff de l'émission Ciné Thématique. On est porté ce soir par l'équipe du Studio 8 dans les studios de l'ex-MPA, dans le boulevard de l'Indépendance. Pour ce dernier vendredi du mois de mars, nous avons voulu le consacrer à cet hommage aux femmes moudjahidettes à travers la diffusion de la toute nouvelle production de Canal Algérie, signée par le réalisateur et documentariste Bouzid Ould Houssine, Les Colombes de la Liberté. Ce sont ces femmes qui ont tout sacrifié pour l'indépendance de l'Algérie. Ce sont ces femmes qui nous ont permis tout simplement aujourd'hui d'être là et d'avancer tous ensemble. Des femmes exemplaires. Je vous propose tout de suite un extrait de ce film. Il y a bien sûr dans le documentaire de Bouzid Ould Houssine le dernier témoignage de Yvette Maillot qui nous a quittés cette semaine, la sœur d'Henri Maillot, le moudjahid, le martyr qui a été assassiné le 5 juin 1956. Je demande à Nabil Tribesh de nous envoyer un extrait de ce documentaire en exclusivité dans Ciné Thématique et sur Canal Algérie. Cette femme courage va vivre le calvaire parce qu'Henri, l'Européen d'origine, a choisi d'être algérien. Il a rejoint le maquis, dans la région de Chif. Il a quitté son domicile pour toujours un dimanche 1er avril 1956. Le mercredi 4 avril 1956, il détourne un important chargement d'armes au profit des maquis. Le 22 mai 1956, le tribunal permanent des forces armées le condamne à la peine capitale par contumace. Il tombera au champ d'honneur le mardi 5 juin 1956 au Djbel Derraga, à Lamartine, aujourd'hui El Karimiya, avec 4 compagnons, Maurice Laban, qui a été le plus âgé, Belkacem Hennoun, Djilali Moussaoui et Abdelkader Zalmat. Donc je m'arrête là. Honneur et gloire à nos martyrs. Il est mort bien jeune. 28 Il est ans. mort bien jeune. C'était pas n'importe qui. Il était sérieux. Il n'allait pas dans la rue. Il s'occupait des fleurs. Il plantait des plantes. Les maillots. Bien sûr qu'on était surveillés, on n'était pas des n'importe qui. On a toujours été ce qu'il fallait être. C'est tout. Et ce sont là les derniers propos de la moudjahida Yvette Maillot qui nous a quittés cette semaine, captés bien sûr par les caméras de Bouzid Ould Houssine. Bien sûr, comment oublier ces femmes? Comment ne pas transmettre leur parcours? Comment ne pas parler d'elles? Comment ne pas les évoquer? Comment ne pas retranscrire leurs paroles dans les livrets et les manuels scolaires? Comment ne pas porter leur message humaniste et humanitaire. J'espère que ce soir, vous allez rester avec nous pour découvrir ce documentaire puissant qui va tout simplement nous transporter dans leur vie, leur sacrifice, leur douleur, mais aussi dans leur espoir. Dans ce documentaire aussi de Bouzid Ould Houssine, il y a un double regard, celui de la moudjahida Zoubida Amirat, qui était agent de liaison FLN, bien sûr, dans Wilaya 4, et bien sûr Garmia Feria, qui était à Lyon, au sein de la Fédération de France. Bouzid Ould Houssine est avec moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir. Bonsoir Bouzid. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Je veux juste m'adresser à la caméra, ma caméra, pour juste rappeler que la soirée sera longue sur Canal Algérie. Comme à l'accoutumée, nous consacrons aussi une partie cinématographique en deuxième partie de soirée.
Donc vous aurez le plaisir et peut-être le privilège, pourquoi pas, de voir le film Le Vent des Aurès du grand Mohamed Lakhdar Hamina qui a travaillé avec le grand Tawfiq Fares. Ce sont des grands, j'insiste à le dire, ce n'est pas des superlatifs comme ça que je dis, mais ce sont là les marqueurs d'un grand cinéma qui est né à l'aube de l'indépendance avec bien sûr Keltoum, avec Mohamed Chouir, Hassan El-Hassani et plein d'autres comédiens et comédiennes qui ont consacré leur vie à nous donner la magie du cinéma et de l'émotion. Donc ça sera la deuxième partie de votre soirée. Pourquoi je dis le privilège? Parce que c'est une copie qui a été numérisée par les services de l'EPTV, les services de nos archives de l'EPTV. Donc je les remercie à travers cette émission, à travers cette thématique-là qu'on organise ce soir. Bouzid Outhoussine, tout d'abord je disais que j'étais très très content et ravi de vous accueillir parce que notre dernier rendez-vous ici même sur le plateau de ces thématiques était consacré à ce documentaire d'Alger à Évian, Le Compromis. Il n'y a pas très très longtemps, on a commémoré et célébré aussi au Nasr la journée de la victoire et la finalisation de ces accords d'Évian qui ont eu lieu le 19 mars 1962. Aujourd'hui, vous venez avec quelque chose d'autre, une autre thématique, un autre regard sur notre grande révolution et ce grand mouvement national. Mais avant peut-être d'aborder cette thématique, il y a eu une actualité triste qui nous a marqués tous, bien sûr, à la télé, même dans le monde de la culture et la famille du cinéma. C'est la disparition de cette grande dame qu'on est en train de voir sur les écrans de ciné-thématiques, Bouchou. Quel qualificatif, quand on dit Bouchou, c'est quelqu'un qui nous donne du sourire, c'est quelqu'un qui nous envoie de la positivité, c'est quelqu'un qui nous rassure quand on manque d'assurance, généralement nous qui travaillons dans ce milieu-là. Elle a maquillé les plus grands, elle a maquillé pratiquement tous les comédiens, elle a travaillé avec la majorité des réalisateurs, des hommes politiques, des présidents de la République. Bouzid, vous l'avez connu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet ange-là qui est parti rejoindre les étoiles et le ciel? Paix à son âme, Allah yarhamha. La toute dernière fois, elle remonte à quelque chose comme une vingtaine ou un mois. Je suis passé sur un plateau consacré justement au cinéma. Oui. Et elle m'a fait le plaisir de me maquiller tout en discutant évidemment de tout ce qui a été fait auparavant. Oui. C'est une dame très aimable, une professionnelle, une fille d'une professionnelle. Elle est issue aussi d'une famille de professionnels. Oui. Comme vous le dites, quand vous passez sur un plateau et que vous la rencontrez, vous êtes un peu plus à l'aise. Elle vous met à l'aise, donc vous êtes un peu plus à l'aise sur un plateau. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à sa famille, notamment à sa chère maman qui bien sûr a subi cette blessure comme nous tous. Je vais peut-être en témoigner parce que je m'offre ce droit peut-être de parler de ma simple expérience avec encore une fois, cette grande dame. Quand elle m'a raconté l'aventure du film de Belkacem Hadjadj, Machaou, on est dans les années 90, les années du terrorisme en Algérie, quand ces intégristes et obscurantistes ont voulu casser l'Algérie, mettre à genoux les intellectuels. Et bien elle était dans cette grande aventure avec Hamida El-Hajj d'ailleurs que je salue, avec plein de comédiens et comédiennes qui ont été avec Belkacem Hadjadj dans les montagnes de Yekouren. Et il y a des terroristes qui vont les arrêter en pleine route à leur retour, bien sûr, pour revenir à la télé. Et Bouchou pleurait ce jour-là. Et quand on lui a posé la question, Bouchou, tu avais peur? Elle a dit non, j'ai pas eu peur pour ma personne, mais j'ai beaucoup plus peur pour l'avenir de mon pays. C'est ça ce qui m'interpelle. Une deuxième personne, ce soir, un homme de l'ombre. Abdelkader Barek. Quelqu'un qui travaille à la sécurité de la télévision algérienne, quelqu'un de très classe, quelqu'un de très aimable et généreux, qui nous a permis dans cette émission et dans plusieurs émissions d'accueillir nos invités. Voilà, il est là, il est souriant. Je ne sais pas, Bouzid, si vous vous rappelez de ce joli, ce beau sourire. C'est un grand monsieur, c'est toujours le sourire. Oui. Il est aimable, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de bien. Et justement, on a voulu
présenter nos condoléances non seulement à sa famille, à ses proches, à ses amis, mais aussi à la famille de la sécurité et de la télévision, à tout le personnel de l'EPTV, parce que c'est quelqu'un justement qui a un parcours exemplaire et qui a toujours été un exemple pour nous tous en matière d'abnégation, de professionnalisme et de sérieux. Ils vont rejoindre certainement un meilleur monde parce qu'ils le méritent, ce sont des personnes magnifiques. On va parler justement de ces colombes de la liberté Bouzid. On arrive à ce documentaire. C'est un travail qui vous a coûté plus d'une année pour travailler sur ces femmes moudjahidettes. Qui sont ces colombes de la liberté Bouzid ou Hussein? Quand on parle de... Bon, c'est un titre, hein, on a donné les colombes de la liberté, c'est pour parler des femmes qui ont participé à la révolution, à notre révolution. Et ces femmes, ce sont toutes ces femmes, c'est-à-dire nos mères, nos sœurs, nos filles, pour les plus aînés d'entre nous. Donc toutes ces femmes, chacun a apporté quelque chose à cette révolution. Et donc, il s'agit aujourd'hui, donc, à travers l'intervention de acteurs de la Révolution, de nous apporter un peu leur récit, leur témoignage par rapport à cette situation. Donc, c'était ces deux femmes. Malheureusement, bon, on est tombé sur une période de la Covid, c'est ça qui a fait que beaucoup n'ont pas pu participer à ce documentaire. D'autres ont perdu des parents pendant le tournage. Donc, au lieu d'être 4 personnes, vous avez choisi de travailler sur deux trajectoires. On avait la possibilité que de travailler sur ces deux trajectoires. Mais le reste, ça a été donc travailler sur des rushs, qui ont été filmés bien avant. Effectivement, il y a une équipe qui est déjà constituée, je pense, avec Nawel Belaïdi, qu'on salue, on n'oublie pas son travail. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai un peu ressorti de votre propos le professionnalisme. Aujourd'hui, quand on veut travailler sur l'histoire algérienne, ou l'histoire de la Révolution, ou l'histoire du mouvement national, vous me dites, Amel, il faut faire très attention, il faut se munir de tous les moyens scientifiques. Et là, on parle de mois et de mois de recherche, de bibliographie, de recherche aussi dans les archives, d'iconographie aussi, mais travailler avec des historiens. Quelle est la part que vous avez justement donnée à la question scientifique dans ce documentaire-là, Bouzid Hussein, les colombes de la liberté? Déjà tout au premier niveau, donc avant de commencer le tournage, avant de choisir les intervenants, il faut travailler la thématique avec beaucoup de sérieux. Et c'est un travail scientifique. Donc ce travail-là est basé sur de la bibliographie. Donc c'est des dizaines de livres à lire et à choisir. C'est des articles, c'est des discussions avec des historiens. On a des amis historiens, on se rencontre comme ça. Jusqu'au moment où on dit tiens, on va commencer à y travailler sur le film. Et en ce moment-là, on fait tout un schéma, donc toute une série de structurer un peu notre sujet. Et pour, en quelque sorte, faire un peu l'ébauche du scénario. Et une fois qu'on a fait notre casting, donc ce casting donc avec des acteurs de la Révolution, en ce moment-là, on peaufine encore davantage pour arriver à construire quelque chose d'assez cohérent. Et comme vous le savez, nous on fait des films. Donc dans le film, il y a une narration. Donc on essaye d'amener l'intervention des acteurs, qui sont des vrais acteurs de la Révolution, dans une histoire assez fluide, assez cohérente.
Vous faites appel bien sûr à ces archives dont dispose l'Algérie, les services ou le service des archives de l'EPTV. Et vous me dites quelque chose de très significatif à mon sens, quelque chose qui a toute son importance. Vous me dites, Amir, le défi ou peut-être le challenge d'un cinéaste, d'un réalisateur, d'un documentariste aujourd'hui, c'est de faire parler des images de propagande à l'époque de la France coloniale. Parce qu'en réalité, la majorité de ce qui a été filmé en Algérie a été capté par l'armée française, est un produit de la colonisation, est un produit de colonisation. Comment procédez-vous justement, Bouzid Ould Houssine? Comment faire la distinction justement de ces images-là? Je pense notamment, je précède un petit peu le débat parce que je ne respecte pas un peu la chronologie, mais je pense à cette campagne de dévoilage. Comment vous contournez justement le message colonial? Comment vous contournez cette image de propagande, vous qui n'avez pas peut-être vécu ces moments-là et qui travaillez bien après ces documents-là? Écoutez, ça nous fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille sur les archives. Oui. Donc, à chaque fois, on les visionne, on les revisionne, on les a mis sur une base de données. C'est un travail d'équipe. Hein. Je ne suis pas seul. Peut-être, parfois, je prends l'initiative, mais c'est toute une équipe. Hein. Donc, cette équipe, donc, on a mis tout ça sur une base de données, hein, donc sur notre micro, notre laptop. Et à chaque fois, on visionne, etc. Le problème qui se pose pour ce film, particulièrement pour ce film, c'est le manque d'archives concernant les femmes. Donc c'est vraiment très rare de difficile de trouver des films. On a des campagnes de vaccination, on a des campagnes de Talessas, mais aussi on a des rushs de films filmés dans le maquis par des télévisions étrangères ou bien les équipes du GPRA. Oui. Donc, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup d'archives, c'est ça la difficulté. Maintenant, quant à votre question, pour revenir à votre question sur tout ce qui a été filmé et qui existe chez nous, c'est pratiquement tout ce qu'on a récupéré de l'INA. Hein, ce sont des archives de l'ORTF ou des actualités françaises. Donc on part déjà avec la vision, avec la précaution de dire ça, c'est un produit de propagande. Oui, effectivement. Et donc, mais vous savez, une image elle parle autrement aussi. C'est le discours qui est propagande, hein, mais nous, on peut contourner ça, ne serait-ce que des vies de situation. Par exemple, quand vous parlez de dévoilage, il y a eu une campagne de dévoilage en 1958. On explique un peu c'est quoi cette campagne de dévoilage pour les téléspectateurs? Cette histoire de dévoilage, c'est une histoire que Massu, avec Salon, bien sûr sous les conseils d'une équipe DGR, c'est-à-dire la doctrine révolutionnaire, donc de la guerre révolutionnaire. Coloniale, hein, bien sûr. Coloniale, bien sûr, pendant la colonisation. Et on fait dire des choses aux Algériens qui font pas partie de leurs principes ni de leur discours. Je cite un exemple, donc les Français d'antan avaient peur que ils seront dépassés par une instruction du FLN, donc ils ont dit d'intégrer les femmes dans le combat de libérateur. C'est par rapport à ça, justement, c'est par rapport quand ils ont vu qu'il y a des femmes combattantes au qui s'engagent dans l'action, ou des filles d'Aïet, qui étaient des femmes en fait qui n'avaient pas le voile, ils étaient en tenue militaire. Donc ils ont essayé de travailler sur ce point pour essayer de capter ces paysannes, etc. Et dire que finalement ces paysannes et tout, ils vont intégrer la modernité, ils vont devenir... Pour séduire un petit peu
cette population qui a été marginalisée durant des années. Et on parlait justement des souffrances des femmes, parce que quand on entend le récit de la Moudjahida Zoubida Amirat sur les conditions pénibles et terribles des enfants et des filles algériennes, pas d'école, ni vêtements, maladies et tout ça, misère, et on leur donnait aucun égard, on les considérait comme des macaques. Je reprends ce qui a été dit dans ce fameux témoignage et dans ce documentaire. Quand vous aimez bien sûr aller au plus loin de l'histoire, quand vous aimez faire l'anthropologie, parce que c'est un peu votre spécialité, vous nous ramenez à ces premiers balbutiements de l'action féminine, si j'ose dire, l'action de la femme au sein du mouvement national. Et là, vous me dites, mais ça ne date pas de 1956, 55 ou 57, parce qu'on connaît tous cette fameuse histoire des poseuses de bombes qu'on a vu bien sûr dans la bataille d'Alger, mais ça date de très très loin. On ressort une date qui revient, le 8 mai 45, qui est en fait voilà, l'élément qui va nous donner toute cette conscientisation qui va ramener le peuple à s'engager tout entier dans cette lutte. Mais avant, Zoubida nous témoigne qu'elle partait justement dans une association, la première association des femmes musulmanes. Et c'est là où ces femmes-là ont commencé à faire de la sensibilisation citoyenne. C'est ça, vous dites, on est en quelle année? Oui, là, ça remonte à 1947. Voilà. 1947, en fait, en 1947, il y a eu la création d'une association des femmes musulmanes algériennes. Oui. Ça a été lancé donc sous l'impulsion du PPA, MTLD, le Parti du peuple algérien. Et ça a été donc animé principalement par Nafissa Hamoud, Mamia Chantouf et Fatima Zekal aussi. Fatima Zekal. Voilà, Ben Ousmane. C'est Fatima Zekal, Ben Ousmane. Et donc, qui était d'ailleurs l'une des premières femmes journalistes algériennes qui a travaillé à la télévision. Et donc leur travail était d'aller chez les familles, donc pendant les fêtes, et de les sensibiliser sur la question nationale. Donc c'est un peu le travail du mouvement national. Mais il y a eu aussi une deuxième association, qui a été propulsée par le Parti communiste algérien, et c'est l'association des femmes algériennes. Oui. Voilà. Donc voilà, il y a eu principalement deux associations qui sont mises à mobiliser la population. Bouzid, vous nous ramenez quelque chose d'inédit dans ce documentaire. Peut-être pour la première fois, on entend ce discours-là qui n'a pas été très démocratisé à mon sens, et peu de gens ont connaissance de ces faits historiques. On parle de la madrasa, du rôle de la madrasa et de l'association des oulémas. Contrairement à ce que penseraient beaucoup de gens, c'est qu'au sein de la madrasa ou au sein de l'association des oulémas, ces femmes n'avaient accès qu'à l'éducation coranique. Or que, justement, la Moudjahida Amirat va nous confier tout le contraire de ce que je viens de dire. Le madrasa, avec Cheikh Al-Uqbi, bien sûr, parce qu'elle en parle à Alger, bien sûr, Amirat, elle nous dit on avait accès au savoir, aux mathématiques, au calcul, aux sciences, à l'histoire et à la géographie. C'est pour dire, je ne sais pas si vous me comprenez un peu, Bouzid, c'est qu'à un moment donné, on avait cette double pression qui pesait sur les femmes. À la fois la privation du colon et du colonialisme, et de l'ordre patriarcal en Algérie. C'est-à-dire que la femme était tout le temps cantonnée dans le rôle de femme cuisinière, femme ménagère, qui n'avait pas le droit d'intégrer la société, qui s'occupait juste d'élever les enfants et d'en mettre au monde. Comment définissez-vous ça à travers les témoignages, justement
Bon, d'après les témoignages de Amérette concernant, parce qu'elle, elle était dans une école française. Oui. Et les week-ends, donc le dimanche et le samedi, elle allait à la madrasa. Oui. Et c'était le cas pour plein, pas uniquement à Alger, mais à Constantine, etc. À Tlemcen aussi, À Tlemcen, avec Dar el-Hadith. un peu partout. Il y avait les madrasas, il y avait aussi les nadis. Oui. Et ce mouvement est né avec l'Islah, donc, mais qui est déjà né en Orient. Et on a dit il faut intégrer les femmes, il faut intégrer les filles. Oui. Donc il faut intégrer les filles dans la vie sociale. Dans la vie sociale, enfin à l'enseignement. Il faut qu'ils soient... Il faut qu'ils apprennent à écrire, à lire et apprendre au même titre que les enfants. D'ailleurs, à Annaba, il y a eu une pétition de notables. Ils ont fait une pétition pour demander l'ouverture d'écoles. Ces écoles, c'était pour enseigner l'arabe, parce qu'on n'enseignait pas l'arabe à l'école française, pour enseigner évidemment le Coran, etc., mais pour aussi enseigner un peu l'histoire, la géographie, notre histoire, notre géographie, à notre manière. Donc c'était quand même une manière de donner l'accès du savoir aux filles, qui était dans le temps réservé uniquement aux tâches ménagères et qu'on mariait tôt, pratiquement à 13 ans, à 15 ans. La fille est déjà mariée, donc voilà, donc c'est un peu difficile. Ce sont les conséquences de la colonisation, bien absolument, absolument. Parce que dans un témoignage, bien sûr, j'ai eu accès à d'autres archives, notamment ceux de René Vautier, où on voit les premiers récits de ces expéditionnistes qui écrivaient à leur famille, à leurs responsables, en disant voilà, la femme algérienne, c'est un objet sexuel, c'est une femme voilà, qui est au rang d'animaux, on va la placer ainsi, c'est une femme qui sert juste à faire manger, à faire le ménage. Et quand vous ramenez ces éclairages, Bouzid, c'est la thèse tout à fait le contraire, tout le contraire de ce que je viens de dire est cité dans ce documentaire. C'est pour dire que ce sont les conséquences de cette présentation coloniale, de cette falsification coloniale, de cette destruction identitaire. Oui, il y a un discours, un discours politique. Il y a un discours des orientalistes, ce qu'on appelait les orientalistes. Oui. Et ils ont présenté une certaine vision de la société algérienne. Oui. La société algérienne, la femme, c'est la femme voilée, c'est la femme exploitée, c'est la femme qui travaille rétrograde. Voilà, tout ça. Mais disons-le simplement parce qu'il faut dire que c'est les colons. C'est la colonisation qui a mis la femme dans cette situation. Oui. Parce qu'il y a des études qui ont été faites d'ailleurs par une américaine, Clancy, je ne me rappelle plus le nom exactement, une historienne qui a travaillé sur ce thème et qui a démontré qu'avant la colonisation française, les femmes travaillaient dans des manufactures, donc elles étaient commerçantes, elles étaient des entrepreneurs. L'artisanat du tissu, tout le reste, c'était... Oui. Donc c'est après qu'on a rejeté la femme on les a écoutées quand... vous expropriez les Algériens de leurs terres, de les envoyer, de les chasser de leurs terres et de les mettre dans des situations difficiles, très difficiles, de pauvreté. De précarité. Donc voilà, on est arrivé à des situations où les enfants n'avaient pas de quoi s'habiller, et n'avaient pas de chaussures. On en revoit dans les films tous les enfants marchaient avec pieds nus. Aller dans des petites écoles coraniques, ça, les pieds nus. Pieds nus.
Bien sûr, on va découvrir le parcours de Zoubida Amirat. C'est très passionnant ce qu'elle va raconter, notamment son engagement, le travail de liaison, jusqu'à voilà, les prises de risques incroyables qu'on va découvrir, port d'armes, cacher des armes et découvrir des... voilà, et l'armée va découvrir quelque part des cachettes. Et je pense justement à Garmia, Feria, où à un moment donné dans le film, elle parle de ce traumatisme qu'elle a vécu, ce traumatisme des rafles, le traumatisme de l'harcèlement de la police française, l'harcèlement aussi des agents secrets de la France, des ultras aussi. Et elle nous raconte que, jeune comme elle était à l'époque, vous dites dans le doc qu'elles n'avaient même pas les vingtaines, hein, ces femmes-là. Elles n'avaient pas plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Elles partaient de Lyon à Marseille, de Lyon à Paris, pour transmettre des messages, parfois même porter des armes, au risque d'être interpellées. Qu'est-ce que vous avez perçu justement dans la personnalité de cette dame qui est Garmia? Parce qu'on la voit dans le documentaire, elle est d'une douceur incroyable. Et quand elle nous parle de tout ce trauma, quand elle nous parle de toute cette souffrance, comment elles ont pu, Bouzid, se régénérer, ces femmes? D'où ramènent-elles cette force de revenir à la vie après avoir vu tout ce drame, toute cette difficulté, toute cette tragédie? C'est des femmes courage, mais il faut dire aussi ils étaient jeunes, c'est des filles qui étaient nées dans des familles révolutionnaires. Donc, comme elle va certainement l'expliquer, on ne va pas raconter le film, mais leur maison était un PC, hein, donc c'était un lieu de réunion, c'était un lieu de cachette, etc., etc. Et comme on dit, comme elle le dit si bien, les enfants étaient des jeunes, hein, donc 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans, 20 ans. Oui. Et ils s'occupaient de faire la liaison, donc la liaison entre les militants, mais aussi s'occupaient aussi de récupérer l'argent, les cotisations chaque mois. Donc pour financer les maquis, pour financer la révolution, pour les achats des armes, pour aussi préparer le futur État algérien. Donc former des gens, envoyer les gens dans des écoles, etc. On va accélérer la cadence. La rencontre avec Yvette Maillot. Comment on vit ce genre de moment quand on est derrière le viseur de sa caméra, Bouzid, tout en sachant qu'on est face à une grande dame à qui le frère a été arraché le 5 juin, je le disais, en 1956. Quelqu'un qui a aidé, qui a choisi d'être algérien. Comment on approche des personnalités comme ça, Bouzid? Enfin, dans le film, on avait prévu une séquence consacrée aux militants, aux familles de militants qui ont été persécutés. L'armée française et les colons ont persécuté des militants ou parents de militants. Tout le monde connaît Maillot. Hein. Maillot a détourné tout un camion. Tout un camion d'armes pour alimenter les maquis rouges. Dans le temps, c'était les maquis rouges, c'était le maquis, le Parti communiste algérien. C'est après une courte période qu'ils ont rejoint le FLN. Oui. Elle a été persécutée, cette femme. Elle a été chassée de son travail, le premier. Ensuite, elle a été récupérée dans une petite boîte de SRM, une imprimerie. Elle a été aussi chassée, donc elle n'avait plus pratiquement de quoi manger. Donc, voilà. Ça, c'est pour dire tout simplement parce qu'elle a choisi d'être algérienne et parce qu'elle a choisi son camp de classe. Hein, parce qu'elle a fait un choix de classe.
les retombées, les conséquences, bien sûr, de l'engagement des membres de la famille qui, voilà, tout simplement, va bouleverser la vie des autres membres de la famille. Mais pour le cas de Yvette Maillot, je pense aussi à Josette Audin, ils ont choisi, ou elles ont choisi d'être algériennes malgré la torture, malgré les persécutions. Les Cholés. Les Cholés, plein de noms. C'est des Algériens comme nous. Hein. En tout cas, votre film va nous permettre justement, Bouzid Ould Houssine, de plonger dans cette histoire, de découvrir ces femmes, de les aimer et surtout de transmettre leur message. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse avec ce documentaire poignant de Bouzid Ould Houssine, bien sûr, avec la contribution de... J'aimerais bien dire un mot oui, allez-y, sur la contribution sur le plan esthétique de Parce qu'on va Mustapha. revenir après en deuxième partie, hein, parce qu'on va débriefer. Okay. J'ai bien envie de laisser les téléspectateurs découvrir votre film. C'est 1 h 7 minutes, donc on reviendra juste après et on va parler d'autres aspects. En tout cas, je salue celles et ceux qui ont travaillé avec vous sur ce documentaire, notamment nos deux voix de Canal Algérie, Zohair Ben Dimred et Samia Bacha, Nawel Belaïdi et plein de personnes qu'on salue ce soir. Donc, les Colombes de la Liberté, c'est maintenant sur Canal Algérie. On se retrouve dans 1 h 7 minutes de temps pour être dans la précision. La soirée continue, la soirée histoire continue sur Canal Algérie. À tout à l'heure. C'était le début, en réalité, le début de la révolution. Parce que ça a commencé avec il y a eu beaucoup de morts. C'était la fête de la victoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Français ils étaient en train de manifester. Les Algériens, ils ont profité de cette situation. Ils manifestaient. La manifestation, parce qu'il y avait un jeune, le drapeau. Il a sorti le drapeau, ils lui ont tiré dessus. Et là, ça a commencé, c'était vraiment la débâcle. Ils ont massacré les Algériens. À Sétif, l'administration coloniale, aidée par des milices, se livre alors à des représailles d'une rare violence. Ils commettent viols, lynchages et exécutions sommaires. Ils ont fusillé 7 personnes à Matrona. Et l'oncle de mon père, qui avait acheté une mitraillette aux Américains, en 45, pour le 8 mai 45, et elle était cachée, là où ils mettent le blé. Ils l'ont trouvée et ils l'ont mitraillée avec sa propre mitraillette. Le bilan des victimes est lourd.
Le PPA annonce 45 000 morts algériens. Quant à l'administration coloniale, elle dénombre 102 morts européens. Tout en restant dans l'amalgame, elle n'a jamais donné de chiffres précis. Tous les hommes ont été tués en 1945. Ma grand-mère ne se rendait pas compte. Elle disait à maman, Arwahi tchoufi, fi Stif, la rue de Constantine, khoualek okul ont été mitraillés. Hachakum hachak darkum, elle s'arrachait le visage, la peau du visage, مليانة دم. على حسب واش تحكيو لي. Je n'ai pas vécu cela, bien sûr. Donc ça a été un drame depuis ma naissance. Le drame du colonialisme est dans mon sang. Les manifestations du 8 mai 1945 ont été pour les Algériens, encore une fois, l'affirmation d'une identité collective qui remet en question la présence coloniale. Les violences et les malheurs qui ont résulté de cet événement marquera à jamais l'esprit des Algériens. « 1947, Nafissa Hamoud, Mamia Chentouf et Fatima Zekel, militants du PPA, Parti du peuple algérien, fondent l'Association des femmes musulmanes algériennes, l'AFMA. C'est la première association féminine d'Algérie. Elle a pour mission de sensibiliser les femmes aux idées nationalistes. Avant que la création du FLN et de l'ALN, déjà les femmes, elles militaient. Donc elles n'ont pas, c'était pas nouveau. Elles avaient commencé déjà. Et c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 1945, il y avait des femmes déjà qui ont lutté, qui ont été arrêtées. Moi, une que je connaissais très bien, c'était Fatima Ben Ousmane, Allah yarhamha. C'est l'une des premières femmes en 1945 avec Chentouf. Et il y en avait d'autres. Elles ont travaillé, elles ont milité. Donc c'était pas nouveau. Le FLN et l'ALN, il a été fait avec des hommes, mais avec des femmes également. Toute la génération née après la Deuxième Guerre mondiale parle des médersas. Ce sont des écoles mixtes où on enseigne en arabe l'histoire et les matières scientifiques. On y apprend le Coran et la tradition, mais aussi les nashids, les chants patriotiques. Ce n'est plus l'école coranique d'avant, mais un espace identitaire qui allie tradition et modernité. Moi, j'allais à l'école française, lycée français. Donc le jeudi et le dimanche, on allait à la médersa. Et c'était souvent, si ce n'était pas Cheikh Taïb Larmé, c'était Cheikh Cherif qui venait nous faire des conférences, qui nous aidait, qui nous initiait. Et c'est comme ça qu'il nous a initiés au militantisme dans le scoutisme. Il était scout. On devait faire tout ce que les garçons devaient faire. La seule chose qui différencie, on ne passait pas la nuit dehors. On partait pour les journées entières. Et on nous disait, ce qu'un garçon peut faire, vous aussi vous pouvez le faire. Les oulémas nous ont beaucoup aidés, franchement, pour ça. Parce qu'ils ont ouvert d'abord les écoles pour la femme algérienne. Les premières médersas, c'était à cette époque-là. C'était là vers le 46, 48, ils ont commencé. Nous, on était dans des écoles françaises et le jeudi et le dimanche, c'était la médersa. Et on appréciait beaucoup quand on y allait. Parce que c'était beaucoup plus l'histoire que vraiment. Il était là, c'était souvent lui qui nous faisait le cours. Certains blancs.
Mais n'oubliez jamais de nous dire, il faut vous considérer les soldats de demain. Alors imaginez-vous les enfants, quand on leur dit ça, qui se prennent au sérieux. Il avait ce sens de transmettre aux enfants cette confiance et cet espoir de se sentir fort. À travers les récits de voyageurs, la peinture et la photographie, la femme algérienne est réduite le plus souvent au harem, à la polygamie et au port du voile. Elle est représentée comme analphabète, opprimée et passive. Cette représentation coloniale de la femme algérienne est souvent un sujet dans les débats politiques pour signifier que la société algérienne est encore culturellement arriérée, un argument de poids pour lui contester tous ses droits civiques et politiques. Pour les Algériens conservateurs, la famille est du domaine du privé. La femme est la gardienne de la tradition. Il faut la préserver de la pénétration des valeurs occidentales. Quant aux militantes féministes des années 50, la femme algérienne subit un double impérialisme, celui du colonialisme et celui du patriarcat. La femme est exclue de l'enseignement, du travail et de la vie politique. Son rôle est certes glorifié, mais reste limité à donner la vie et à éduquer les générations futures. Une fois, je me suis accrochée avec une amie, elle me faisait « Vous, les Algériennes, vous allez vous marier, rester à la maison, faire le ménage. » Je dis « Pas du tout. Nous allons faire la guerre et vous faire sortir d'Algérie. » Elle m'a dit « Comment ça ?» J'ai dit « Oui. » Elle m'a dit « C'est notre pays. » J'ai dit « C'est notre pays. » Et ça, on le savait, parce que dès l'enfance, on vous explique, quand vous êtes avec des parents qui vous expliquent pourquoi il y a les Français, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et la différence qu'ils faisaient entre les Français et les Algériens. Voilà, et c'était toujours comme ça. Moi, même quand j'étais au primaire, la maîtresse, elle faisait une différence. Elle mettait les Algériennes d'un côté. Et moi, je n'aimais pas, je me mettais tout de suite avec les nôtres, quoi. Elle me dit non, j'ai dit non, madame, moi je reste là. Ils se réunissaient beaucoup chez nous parce que c'était un lieu qui leur convenait pour ça justement. Et ma mère, elle était bonne cuisinière, alors l'un avec l'autre ça allait très bien. Et quand moi j'assistais, on me disait « Rentre Zoubida, rentre, viens t'asseoir, il faut écouter. Tu dois apprendre qu'est-ce que c'est que ça. Tu dois apprendre qu'est-ce qu'on va faire. Tu dois apprendre, parce que toi aussi il faut que tu participes. » Ceux qui étaient syndicalistes, voilà, qui avaient fait les scouts, comme mon oncle était dans les scouts à Sétif, les gens qui étaient près du militantisme savaient qu'il y avait quelque chose. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, il y aurait quelque chose. Ils ne savaient pas que ce serait le 1er novembre, évidemment. Et je l'ai appris comme tout le monde. Comme tout le monde au sein de ma famille. On ne nous a rien caché, ni maman ni papa. On nous expliquait, et croyez-moi, il n'y a aucune des filles qui a parlé. Quel que soit ce que la police a pu faire. La police qui venait régulièrement chez nous pour fouiller, etc., etc. Mais notre éducation nous a permis de tenir le coup. Le 1er novembre,
1954, la révolution est lancée un peu partout sur le territoire algérien. À cette date, personne ne pensait encore que la femme allait émerger et participer activement à la lutte armée. Mon frère était parti au maquis tout de suite en 54, fin 54, début 55, il était au maquis. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'armement, des armes, dans des corbeilles qu'on recouvrait de gâteaux, pleines de gâteaux, on mettait des fleurs et tout. Quand on était arrêtés, on nous disait « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» Les parachutistes nous arrêtent en cours. « Ce sont des gâteaux », je leur disais, « vous pouvez manger hein. » On leur offrait des gâteaux. On va à des mariages. Et vous prenez toute la corbeille, vous ne pouvez pas nous en donner. On leur donnait ce qu'il y avait au-dessus. C'était l'armement. Pour recruter des jeunes, pour monter au maquis, il fallait leur parler. Et donc j'étais avec les deux autres personnes, on s'occupait de ça. C'était Abdelkader Berraqi ou Ben Smaïl Abdelnour. C'était les deux avec qui j'avais travaillé. Il y avait un autre, l'Khdar de Tal Harrach, voilà, qui était venu se joindre à Hadek. C'était pour les attentats. Et moi je l'accompagnais. Des fois quand il faisait un attentat, c'était sur une moto. Et puis on prenait la moto et puis on laissait l'armement dans des restaurants qui travaillaient avec nous. Et on continuait comme si on était des étudiants. Je suis qu'elle n'était pas algérienne, les responsables. Comme elle n'avait pas le faciès, elle s'appelait Fetiha. Elle nous ramenait des permis de conduire, des pièces d'identité pour pouvoir circuler librement. Et la dernière fois aussi, elle était obligée, on l'a prise au maquis parce qu'elle a volé les cachets. Elle a ramené tous les cachets. Elle nous les a ramenés, elle est sortie avec. On la fouillait pas parce qu'elle était gentille, elle était calme, elle parlait toujours calmement. Ce qui fait qu'elle a pu sortir, mais après ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvée. On ne décide pas de monter au maquis. C'est les circonstances qui se présentent. Pour mon frère qui avait rejoint Bouguerra, Allah yarham Chouhada, il est monté directement. Il n'était pas recherché à l'époque, alors qu'il avait fait des attentats qui sont très connus.
et je ne veux pas citer. Et puis, donc, quand c'était mon tour, j'étais recherchée. Parce qu'on allait avec la voiture monter des vêtements, les pâtes au gaz, monter l'armement, tout ça. Voilà ce qu'on faisait, tout ce que les médicaments. Ouais. Bon, après, moi, j'étais recherchée. J'étais recherchée comme mes frères. La maison s'était vidée. Mais tous mes 3 frères étaient montés au maquis. La vie au maquis est dure. Ce sont les marches nocturnes sans cesse recommencées. Le froid, la faim, la maladie et les accrochages. On doit être prêt, physiquement et moralement, pour affronter l'ennemi et parfois jusqu'à l'ultime sacrifice. Des pics comme ça et on nous disait il faut tirer là. J'ai tiré une première fois, une deuxième fois, j'ai tiré un oiseau de pied. قالوا لي على العظام واش تبكي؟ mais لو كان تقتلي راجل واش نديري؟ J'ai dit rien du tout, c'est pas pareil, c'est pas pareil, خلاص. Ça m'avait fait quelque chose. Mais après c'était fini, on n'avait plus. On a vécu dans la peur, on a vécu au milieu, il y avait le bombardement. On nous cherchait une fois, on était 3, on était obligés de blesser avec nous. Kanaf la Casemate pendant 3 jours, sans nourriture, rien avec un peu d'eau. Il y avait un endroit où on allait respirer à tour de rôle. C'est-à-dire la Casemate. Au moins ils nous cherchaient, ils n'ont pas lâché prise. C'était du côté de Dar Mohamed Maïs. Ils ont ils ont tout donné, Melhoum, ils ont tout donné, les hommes, tout pour le. Et c'est tout. Mais ce qu'il y avait, c'était les habitants. Les habitants, déjà pour voir des hommes en tenue et tout, c'était pour eux au début, c'est pourquoi ils sont là. Bon, après, quand ils ont vu des femmes, c'est pas possible. Alors il fallait, moi c'est ça, c'était l'action psychologique. Donc il fallait leur parler, leur expliquer pourquoi nous sommes là, dans quel but. Nous aussi, nous avons nos familles, nous avons nos parents, nos amis, mais pour l'Algérie, on est là. Et c'est comme ça, petit à petit, ils ont appris à nous connaître et à nous aimer. Après le congrès de la Soumam, le FLN décide d'ouvrir un autre front de combat, cette fois-ci chez l'ennemi, en France métropolitaine. La tâche est rude, car il faut supplanter les messalistes, organiser la récolte des cotisations pour financer l'achat des armes et surtout créer un climat d'insécurité afin d'alléger la pression sur les maquis. Il ne faut pas oublier que pendant 2 années, 54-55, les militants convaincus essayaient de convaincre les gens pour les ramener au FLN. Donc, c'était les cafés, c'était les garnis, les dortoirs, etc. Il fallait que ces gens-là qui étaient missalistes, tout le monde était missaliste. Les gens ne croyaient pas au FLN au début.
On a mis 2 années pour arriver à asseoir les cellules du FLN et avoir une fédération qui renaît. Parce qu'il y avait la fédération Nta Bekri, depuis l'étoile nord-africaine, avec dissoute par la France. La fédération du FLN, 2 années d'installation. Et Aben est monté, Boudiaf est monté, Didouche est monté. Il y a eu beaucoup de monde pour l'installation de la Fédération de France. Une fois que ça a fonctionné, quelques familles qui étaient vraiment sûres s'étaient dépêchées. Donc on pouvait cacher les armes, on pouvait ramasser l'argent. L'argent, il faut bien le compter quelque part. Les réunions organiques, il fallait les tenir quelque part. C'était dans les PC. Il y avait très peu de familles qui acceptaient ça. La maison était un PC. Maman ne bougeait pas. Elle lavait le linge. Elle faisait à manger. Il y avait des frères qui étaient recherchés, qu'on hébergeait. Ne serait-ce que Sermor qui est resté 6 mois à la maison, enfermé jour et nuit. Il était recherché, frappé, ils ne l'ont pas trouvé chez nous. Par contre, Siali qui a fait un attentat sur Lyon, Djabou, ils ont trouvé son pyjama sous l'oreiller dans sa chambre. On faisait la liaison, on avait les courses qu'on nous demandait de faire, on les faisait. Je sillonnais tout Lyon, je suis descendue à Marseille plusieurs fois, à Paris, faire une course et revenir. On avait des mots de passe, on avait des éléments pour reconnaître la personne qui nous attendait. Et il peut porter un chapeau de telle manière, il peut tenir un journal telle main, On avait des consignes qu'on suivait à la lettre. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. J'ai continué à faire mon parcours. Toutes les 3, quand on avait besoin de nous, quelqu'un passait pour dire à maman, il ne faut pas que Garmia bouge, ou la Khadra elle bouge, ou la Houria elle bouge. Une des 3. Celle qui a l'habitude d'aller avec à tel endroit ou à tel autre endroit. Ça se passait comme ça. Puis le cours sautait, quoi. On n'allait pas, c'était une absence. C'est l'oxygène de la guerre. Sans la Fédération de France, sans prétention aucune, je ne suis pas la Fédération de France. Je suis une petite goutte dans l'océan. S'il n'y avait pas eu la Fédération de France, je crois que les maquis auraient quand même fini par lâcher, par la force des choses. C'est la Fédération de France, l'argent. L'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. À partir du moment où la Fédération de France s'est organisée, qu'ils ont réussi à ramener des militants à eux, parce qu'il fallait convaincre les gens. Les gens étaient missalistes. Donc ce n'est qu'après qu'il y a eu la rupture et que les missalistes étaient contre le FLN, ce qui a fait des ravages en France. Il ne faut pas oublier. On avait 2 guerres à suivre. La guerre contre nos frères. Aux ouvriers chez qui, gamine, j'allais chercher la cotisation
dans certains endroits où il y avait beaucoup de MNA, voilà, beaucoup de policiers, voilà, on envoyait les gamines. Et que je voyais comment ils vivaient. C'est une ville pluvieuse, Lyon. Et c'est une ville très froide, verglas, etc. Quand j'arrivais avec les bidonvilles de ville urbaine, voilà les bidonvilles Oulin, où on habitait dans le bas, vers la gare, il y avait des bidonvilles aux tanneries, on appelait ça les tanneries. C'était vraiment horrible à voir. Sauf la misère dans laquelle vivaient ces ouvriers. C'est ce qui m'a marqué le plus dans la Révolution. Et ils payaient. Et il n'y avait pas de retard. Ils payaient tous. Le gharg, la tôle ondulée, le fougue. Parfois, même plusieurs fois, ils vivaient une misère atroce. هذه تبقى فيا حتى نهار الموت تاع les ouvriers. Parce que les familles, on était quand même pas mal. Du moins, on était logés, on était bien logés. Mes parents avaient un bel appartement, papa travaillait, on n'a manqué de rien. Mais les ouvriers, c'était horrible à voir. Mercredi 4 avril 1956. Ce jour-là, sa vie a brutalement basculé. Yvette Maillot, la sœur d'Henri Maillot, va vivre la persécution des ultras de l'Algérie française. Cette femme courage va vivre le calvaire parce qu'Henri l'Européen d'origine a choisi d'être algérien. Il a rejoint le maquis dans la région de Chypre. Il a quitté son domicile pour toujours un dimanche 1er avril 1956. Le mercredi 4 avril 1956, il détourne un important chargement d'armes au profit des maquis. Le 22 mai 1956, le tribunal permanent des forces armées le condamne à la peine capitale par contumace. Il tombera au champ d'honneur le mardi 5 juin 1956 au Djbel Derraga, à Lamartine, aujourd'hui El Karimia, avec 4 compagnons, Maurice Laban, qui a été le plus âgé, Belkacem Hennoun, Djilali Moussaoui et Abdelkader Zalmat. Donc, je m'arrête là. Honneur et gloire à nos martyrs. Il est mort bien jeune. 28 Il est mort bien jeune. C'était pas n'importe qui. Il était sérieux. Il n'allait pas dans la rue. Il s'occupait des fleurs. Il plantait des plantes. Les maillots, bien sûr qu'on était surveillés. On n'était pas des n'importe qui. On a toujours été ce qu'il fallait être. C'est tout. Yvette, elle a travaillé à partir de 1943. Comme première main, Yvette aussi, elle était une grande couturière. Alors, et il y avait le coût du camion. On habillait que les gens avec de l'argent. Les gens venaient avec les bateaux. Et ils venaient se faire habiller chez nous. Les grands seigneurs. C'était pas n'importe qui. Il fallait faire les choses
C'est à partir de là que surgit le Bachara Aït Ali, Bachara de Tigzirt. Alors il est venu voir Elisabeth. Et cette elle est encore chez vous, Madame Elisabeth. Il faut la chasser, sinon on va drainer tout le monde. Donc elle avait peur, Elisabeth. C'est ça. Elle m'a chassée. Elle t'a chassé. Et je suis partie En pleurant. au Champ Nanève. Chez Itiachem. J'ai travaillé chez Isiakem et j'ai abandonné les beaux vêtements qu'on faisait pour les gens qui avaient de l'argent. Les gens qui venaient, il fallait les habiller. Mais le Bachara qui revient, parce qu'ils sont du même patelin, de Azfoun. Mohamed, tu la chasses, ou bien tu auras des problèmes avec nous. Donc, le rapport, il arrive chez Saadi, Yasseb Saadi, concernant Yvette. Il a désigné un jeune de 20 ans, un beau garçon à l'époque, qui s'appelait Qalb el-Louz, Kerrar Tsma'in. Bon, pendant une semaine, il fait les entraînements vers les côtés de Bab el-Ouad, là, Armil Tlaouad, là, il faisait des tirs. Tu sais la cible qui est? C'est le Bachara. Tu dois le descendre. C'était le 25 décembre 1956. Alors, il arrive là, donc trap. Et qu'est-ce qu'il dit, le Bachara? Ah, il a dit, justement, j'avais une dent qui me faisait mal. Eh bien, la Providence m'a envoyé quelqu'un, il l'a arraché avec eux. Il s'est mis tout seul sur le lit de l'ambulance, donc il n'est pas mort. Donc, il arrive chez Mohamed Itiachem pour, mais cette fois, c'est قالوا لمحمد بوتان جي فوق تخرجها نجي فوق جدك. C'est là que jusqu'à sa retraite. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Les activistes de l'ORAF, organisation de résistance de l'Algérie française, émanation du Colonna, passent directement à l'action le 10 août 1956 en faisant exploser une bombe dans la rue de Thèbes, à la Casbah d'Alger. Le bilan est lourd. Cet attentat des ultras de l'Algérie française a fait des dizaines de morts algériens et beaucoup de blessés. Les victimes sont surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Yasseb Saadi promet de venger les victimes. « 45 jours après le massacre de la rue de Thèbes, 3 femmes, Zohra Drif, Samia Al-Khdari et Jamila Bouhired, déposent 3 bombes à Alger Centre. Une au Milk Bar à la rue d'Isly, la deuxième à la cafétéria rue Michelet et la troisième dans le hall de l'immeuble Mauritania. Bilan, 4 morts et des dizaines de blessés. Les militaires et la société coloniale sont frappés de stupeur. Ils découvrent que les actions terroristes sont exécutées par des femmes guerrieros. Fini les clichés orientalistes de la femme silencieuse qui assiste avec résignation à une guerre qui pourtant la concerne aussi. Ces femmes patriotes ont décidé de donner leur vie pour
pour une Algérie libre et indépendante. Le 24 septembre 1957, Zohra Drif est arrêtée, ainsi que Youssef Saadi. Devant les caméras, les officiers de l'armée jubilent en présentant ces bêtes fauves qui leur avaient donné tant de fil à retordre. Jugée pour terrorisme, Zohra Drif est condamnée à 20 ans de travaux forcés par le tribunal militaire d'Alger. En novembre 1957, le colonel Amirouche ordonne le départ de toutes les combattantes vers la Tunisie. La mort dans l'âme, Nafissa Hamoud, Djamil Amin et Raymond Péchard quittent la Wilaya 3 en direction de la frontière tunisienne. Elles sont accompagnées du médecin-chef Mustapha Laliam. Le 26 novembre 1957, non loin de Majna, le convoi est encerclé par l'armée française. Raymond Péchard est assassiné froidement. Djamil Amin, Nafissa Hamoud et Mustapha Laliam sont arrêtés. Nous sommes en août 1958. 3 mois après la visite du général de Gaulle à Alger. Le FLN décide d'organiser une action de résistance en métropole. Farhat Abbas l'a dit, qu'il fallait porter cette guerre en France. Il fallait beaucoup de courage pour arriver à la faire. Il fallait former, ils ont envoyé des gens se former au Maroc, je l'ai appris après, évidemment. À l'époque, je ne savais rien de tout ça. Et c'est les groupes de choc. Et il fallait faire des attentats en France. L'incendie du dépôt pétrolier de Mourbiane, près de Marseille, a été l'œuvre du terrorisme déclenché en France par le FLN. Les sauveteurs ont été tenus en haleine par la crainte d'une extension du sinistre. Tout un dispositif de surveillance était mis en place. Il y a eu plus de 200 attentats sur la France, l'un derrière l'autre. C'était la nuit du 24 au 25 août, qui était quelque part un peu le 1er novembre en France. Beaucoup de la Fédération de France l'appellent le 1er novembre de France. Ces actions de résistance en métropole constituent un tournant dans la politique du FLN. Désormais, la guerre est portée en France métropolitaine. Le maquis, c'est très bien. Vous avez un ennemi en face, vous le tuez, voilà, il vous tue. C'est très clair. La Fédération de France, vous étiez au sein du peuple ennemi, même si tous les Français n'étaient pas contre nous. Parce qu'on verra certainement plus tard nos amis français. Il y en a eu, Dieu sait. Quand vous êtes en zone interdite, c'est très dur. C'est très dur. Très dur, vous ne pouvez pas bouger beaucoup. Et puis ils sont là, vous êtes encerclés. Et quand il y a des fois là-bas, il y a beaucoup. Ils tirent beaucoup. Vous savez, ils attaquent. Et vous voyez
les paysans prendre la fuite. Une fois, on prenait avec eux la fuite. Ils pensaient que nous étions... Et il y avait une femme, son bébé, il était accroché à son dos. Ils l'ont touché, il est mort sur son dos. Un frère qui l'a arrêté, il lui a enlevé le bébé, il était mort. L'armée française a compris que la guerre conventionnelle ne peut aboutir face à un mouvement révolutionnaire. Elle adopte alors une nouvelle doctrine, la conquête morale et politique de la population. La femme est une cible de choix, particulièrement la paysanne qui vit dans la misère. On conçoit alors un pseudo-programme d'aide au développement. On envoie des médecins, on construit des écoles, on alloue des prestations sociales et familiales. Et bien sûr, toute cette campagne d'action sociale est couverte par les médias. Il s'agit de convaincre l'opinion internationale et les Nations Unies des bienfaits de la France et de son droit de continuer à conserver le contrôle sur l'Algérie. Le 26 avril 1958, le général Massu écrit au général Salan en ces termes. Il me paraît indispensable que l'ordre du dévoilage soit dès maintenant donné avec clarté et fermeté. Faute de quoi de nous voir devancés en la matière par le FLN. 4 jours après le coup d'État du 13 mai 1958, les spécialistes de la guerre psychologique organisent des mises en scène de dévoilement sur le forum, histoire de suggérer que la femme algérienne aspire à intégrer la modernité dans une Algérie française. Les médias entrent en action. Sur le forum, des femmes musulmanes participent à l'allégresse générale. Fait sans précédent, elles se dévoilent. L'une d'elles déclare en invitant ses camarades à se dévoiler comme elle: « Nous avons, nous les femmes musulmanes, plus particulièrement pris conscience de notre évolution, condition essentielle du progrès. Nous nous rendons compte combien nos vêtements traditionnels et notre existence de recluse sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. Nous voulons fermement nous engager dans la voie du modernisme et profiter de l'époque exaltante que traverse actuellement l'Algérie pour accentuer notre évolution. » Le FLN connaît bien les objectifs implicites de la dite politique française d'émancipation. Il contre-attaque par la propagande contre les SAS, section administrative spécialisée. Les jeunes nationalistes qui ont rejoint les maquis et le monde de la paysannerie sont déjà en action. Campagne d'éducation, instruction politique et aide sociale. Tout un programme pour contrer les actions contre-révolutionnaires de l'armée française.
Le contrôle des déplacements des résistants devient une priorité de l'armée française. Elle instaure les zones interdites, détruit les villages et regroupe les autochtones dans des camps de concentration. Elle instaure alors des registres d'identification. Dans la région de Soor el-Ghazlan, on confie à Marc Garanger de prendre des photos d'identité. Il raconte. Quand j'ai aligné les photos sur le bureau du capitaine à Aumale, ce dernier a ameuté les officiers de l'état-major en criant « Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques. On dirait des singes. » Le photographe Garanger capte dans les yeux de ces femmes algériennes la souffrance d'un peuple occupé. L'artiste décrit le courage, le dégoût et la révolte contre les attardés de la pacification des colonialistes égarés dans une logique à contresens de l'histoire. Le 11 décembre 1960, le peuple algérien, hommes, femmes et enfants, descendent massivement dans la rue pour manifester en faveur de l'indépendance. Le 11 décembre. Le 11 décembre, c'est marrant, on vous dit que le 11 décembre c'était spontané, ça n'a jamais été spontané. Parce que l'affaire devait passer à l'ONU. Parce que De Gaulle leur disait c'est un groupe de félagas, mais je les ai presque exterminés. Ce qui reste, je vais les mater. Alors on leur a dit vous allez les mater. C'est nous qui allons vous mater maintenant. Il fallait s'organiser. Nous, on était à Bellecour, on a demandé le soir même aux responsables d'aller faire des drapeaux. Il n'y avait pas de drapeaux, il fallait les faire en pleine nuit. Ils sont allés voir les femmes qui faisaient de la couture. On a ouvert des magasins où il y avait le tissu. Ils nous ont donné les tissus. Et le soir même, ils ont fait les drapeaux pour le lendemain. Et à Bellecour, c'était à Salambier, c'était pareil, la Casbah également. Ils étaient très bien organisés là-bas. Des affrontements ont lieu un peu partout. La police et les milices coloniales tirent sur les manifestants. Les militants n'avaient pas le droit d'assister pour les manifestations, pour ne pas être arrêtés. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé de loin et on regardait comment que ça se passait. À Bellecour, ça s'est très bien passé, Salambier également. Et la Casbah aussi, n'en parlons pas. Après 5 jours de manifestation, Farhat Abbas, président du GPRA, lance un appel au peuple. Algériens et Algériennes qui avaient affronté avec abnégation la fureur des ultras et de l'armée française, nous vous adressons l'expression émue de notre admiration. Quelle terrible leçon aux attardés de la pacification, à ceux qui nourrissent encore l'illusion de séparer notre peuple de son armée et de son gouvernement. Cette bataille doit maintenant prendre fin. Elle n'est pas la dernière, d'autres épreuves nous attendent. Et le message est arrivé, et c'était pour nous une satisfaction. Parce que nous sommes arrivés justement à imposer l'ONU, que nous étions un peuple qui demandait l'indépendance de la libération de notre pays, non pas des félagas comme des bandits. Nous n'étions ni des bandits, ni des gens bien éduqués. On dénombre 200 martyrs, victimes des tirs des ultras de la colonisation et de la police. Ce massacre fait apparaître en filigrane le rôle majeur du peuple en tant qu'acteur de la révolution algérienne.
Une fois, on est allé à pied, on a traversé Kamel l'oued d'Ain Bessem. Et c'était décembre, il faisait froid. Il fallait marcher dans l'eau pour ne pas laisser de traces. Nous sommes arrivés à Ain Bessem, on était trempés. C'était un douar. Et on est arrivé dans une famille qui n'avait absolument rien. Il était minuit. Et non, nous, on devait rencontrer un groupe de moudjahidines de là-bas. C'était la réunion qui se passait chez cette famille. Ils nous ont fait à manger, ils n'avaient rien. Ils ont égorgé une poule ou un poulet pour nous faire à manger à minuit. Et la mère, elle était en train d'accoucher. Elle était dans une salle, dans un endroit plus retiré. Ce sont des courbes. De ma vie, je n'oublierai pas de quelle manière elle a couché. C'était affreux, affreux, affreux. Comment il lui faisait. Elle a eu une petite fille. La mère, la belle-mère de la maman, elle l'a prise dans ses bras. Elle est allée, parce que là où il y avait les moudjahidines, elle l'a prise, elle a donné à son père. Il leur a dit طفلة قالوا لها إيه قالوا له إيه نسميها زبيدة كيما المجاهدة باش تكبر تولي مجاهدة كيما هي. Et ça m'a vraiment touchée. Il est venu le temps de la politique. De Gaulle veut reprendre les négociations d'Évian et, comme à son habitude, en position de force. Il interdit toute manifestation. Le FLN appelle à manifester dans la capitale française. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, institue un couvre-feu pour les Algériens de 20h à 5h du matin. La Fédération de France du FLN riposte en organisant une manifestation pacifique le 17 octobre. Et là, ça a été le massacre. Ça a été horrible. Des Algériens à la Seine, des Algériens tués. Nous avons la petite Bdar Fatima, qui avait 14 ans et qui est sortie. Sa mère lui avait interdit de sortir. Elle voulait quand même aller à la manifestation à Paris. Elle est allée, on l'a retrouvée 8 jours après, accrochée à un fer dans la Seine. Son père l'a reconnue grâce à ses grandes tresses et à son cartable. On l'a rapatrié, on a rapatrié le corps qu'on a enterré à Tichy. Ses parents sont originaires de Tichy. Elle n'avait que 14 ans. C'est un peu le symbole. C'était horrible. Ce jour-là, la police de Papon a eu la main lourde. Elle tire sans sommation sur les manifestants. Plus de 11 000 Algériens sont arrêtés. Plusieurs dizaines d'entre eux sont carrément jetés dans la Seine. La Fédération de France, FLN, estime à 200 le nombre de morts et plus de 400 disparus. Par suite, au 17 octobre, il y a eu des manifestations dans toutes les grandes villes de France. Donc, j'ai vécu les manifestations de Lyon. C'était le responsable, qu'on appelait donc Tonton Cacahuète. J'avais fait la liaison avec lui auparavant, à moi. Alors, je te charge de voir comment faire les transports et vous allez tous devant la prison Saint-Paul. Tu avertis toutes les femmes. Bon, j'ai essayé de dire à toutes les filles d'avertir toutes les femmes. C'était pas facile. Il y en a qui étaient venus avec leurs enfants. Il y a eu quand même près de 400 femmes devant la prison Saint-Paul. Quand on est arrivé, il y avait déjà les fourgons de la police. Ils savaient déjà qu'on allait arriver, qu'il y allait avoir une manifestation, etc. Ils nous ont rassemblés, ils ont attendu que tout le monde soit là.
Et puis après, bon, on était en train de crier, libérer nos maris, libérer nos enfants, ce qui nous a été donné, les consignes qui nous ont été données par la fédération, pour avoir les mêmes manifestations sur toutes les villes. Sur ce, on nous embarque dans la voiture. Une femme, on l'appelait Aïcha Al-Waharaniya, je ne me rappelle plus de son nom, Madame Zani, tiens, je cherchais le nom depuis longtemps. Madame Zani sort le drapeau algérien dans le fourgon de la police, elle ouvre le carreau et elle le sort. Et il dit, le CRS, dit avec la vitre sur son bras cassé. Elle est restée comme ça toute la journée. Une autre dame qui, il ne l'a pas fait exprès, en toute honnêteté, elle a été bousculée et manque de peau, elle a reçu un coup de poing ou je ne sais pas quoi à son ventre. Cette pauvre dame, c'est Madame Hazem. Fatima Hazem, Allah yarhamha. Elle est décédée, elle était enceinte, elle a fait une fausse couche dans la fourgonnette de la police. Ni on l'a emmenée aux urgences, ni on l'a soignée, ni rien du tout. Son sang coulait de partout, excusez-moi. Elle était dans un état lamentable. Les sœurs essayaient de lui mettre un peu de parfum pour la... Rien du tout. Elle est restée comme ça aussi toute la journée. Arrivée à Fort-Montluc, on nous a tassés comme du bétail. On nous a jetés dans un premier temps un grand jet d'eau. On était toutes trempées. Et comme on ne se taisait pas, parce que tout au long, on a dit ce qu'on avait à dire. On a chanté Qassamen. À la prison même. On a continué. Plus de voix, mais on insistait. Ils nous ont arrosés à ce moment-là avec une eau. Énormément. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont les gens de l'intérieur. Ils ont connu des moments pénibles plus de tout le temps. On leur prenait leurs terres, on leur prenait leurs biens, ils rentraient dans les maisons, ils faisaient des massacres, ils fouillaient, ils mélangeaient la semoule avec l'huile, avec l'eau, avec n'importe quoi. Mais avec ça, ils étaient là pour nous aider. Même s'il n'y avait rien, même ils nous offraient une galette. Et ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut voir. Et apprécier, c'est quand vous partagez une galette à 4, vous êtes là. Et je pense que c'est le meilleur moment, ça. Parce que c'est là où vous sentez la force. Pardon. La force de ce que vous faites et la foi pour laquelle vous êtes là. Le jour du cessez-le-feu, nous étions tristes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui sont morts. Parmi eux, il y avait celui qu'on considérait comme notre père,
au maquis et qui veillait sur nous. C'était Abdelhamid Tata. C'est un enfant de l'Harrach. Et il était là-bas depuis 1945. Et lui, il a fait partie des scouts. Et il est décédé le 22 février 1962 dans un accrochage avec les Harkis à Rovigo. D'ailleurs, même mon cousin, c'est là-bas qu'il est mort. Lui aussi, il avait commencé du temps du MTLD. Mohamed Chouetar Mohamed est mort le 22 février 62. L'indépendance. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'était merveilleux. On a tout suivi, les négociations avec. On était très fiers quand les nôtres allaient négocier. Il y avait des commentaires qui se faisaient. Mais le jour de l'indépendance, c'est un jour spécial. C'est une merveille que le bon Dieu nous a donnée, inoubliable. Inoubliable. Le 3 juillet de l'indépendance d'Algérie. Et là, on était contents quand ils ont manifesté. Mais c'était tristement, pour nous, c'était triste de voir des personnes avec qui on a combattu, qui sont morts, que ce soit à Alger, que ce soit à l'intérieur. Beaucoup sont morts. On a perdu beaucoup des hommes valables. Vous savez, il n'y a pas une femme à la porte de laquelle on a tapé qui n'a pas donné soit une ceinture, soit rdif, un bracelet des pieds. Combien ça coûte, hein? Des bracelets, de tout. On a ramassé, j'ai vu des montagnes d'or. On avait mis au café rue Le Royer, qui appartenait à un Algérien, l'arrière-boutique. J'étais avec Absi, parce qu'on était indépendants, il y avait l'amicale. Après, l'amicale a été dissoute. On a mis des journaux par terre et chaque fille qui arrivait vidait son sac et donnait des reçus. Parce qu'il y avait des reçus. هكذا جوز هكذا شفتوا بعينيا يفرغ ويزيد يتعبى. Tout cet or que la fédération a envoyé après l'indépendance. C'était fait de bon cœur, c'est ça l'essentiel. C'était pour le pays. نضيج الخيالي سالم وسليم Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné Thématique. Si vous venez de nous rejoindre, nous consacrons notre thématique ce soir à cet hommage aux femmes moudjahidettes à travers le documentaire, le tout dernier documentaire de la production de Canal Algérie, signé par Bouzid Ould Houssine, le réalisateur et le documentariste Les Colombes de la Liberté, où on vient de voir bien sûr le parcours de deux moudjahidettes, bien sûr Zoubida Amirat et Garmia
Feria, et puis cet hommage rendu à Yvette Maillot qu'on a pu voir bien sûr dans le documentaire de 1h07 de Bouzid Boulthoussine qui est avec nous ce soir sur le plateau de Ciné Thématique pour cette grande soirée histoire, puisque dans quelques instants on va vous présenter le film Les Vents ou Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Hamina en version numérisée par les services des archives de l'EPTV, un grand classique du cinéma algérien. Et je le disais tout à l'heure dans mon introduction, un marqueur d'un début d'un cinéma assez singulier et d'un cinéma engagé. Bouzid, c'est bien ce qu'on vient de voir dans le film, parce qu'habituellement on n'a pas ces incursions animées, des dessins que vous avez illustrés ou que vous avez intégrés dans votre documentaire. Ce sont les dessins d'un certain Mustapha Sedjel. On a choisi une image d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez vous retourner, c'est ce que fait Mustapha Sedjel justement, ça c'est le portrait bien sûr de Frantz Fanon avec un propos de Frantz Fanon. C'est ce qui vous a attiré justement chez Mustapha, cet artiste, ce photographe aussi? C'est le noir et blanc, oui, c'est le noir et blanc. Cette singularité? C'est le noir et blanc, en fait, c'est le noir et blanc, c'est aussi le dessin créé, avec de la craie sur de l'ardoise. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, ce sont les dessins que vous avez intégrés dans votre documentaire. Absolument. C'est quoi? C'est de la craie sur de l'ardoise que vous avez fait animer avec l'équipe technique. On a animé en 3D, mais bon, l'histoire, tout à fait au début, l'idée était de travailler avec plusieurs artistes et de donner plusieurs séquences à des artistes et les laisser s'exprimer sur ça. Mais ensuite, donc, bien sûr... Le choix est tombé sur Mustapha Sedjel, qu'on salue ce soir. On salue très bien, parce que d'abord, je dois le remercier, parce qu'il a travaillé gracieusement. Donc il faut le souligner. C'est quelqu'un qui a apporté sa touche au film. Merci Nabil pour la photo, parce que, excusez-moi, parce que cette photo est faite exprès, hein, parce que Mustapha Sedjel, je crois que c'est une photo prise par Mustapha lui-même, et il aime ses prises artistiques avec un découpage assez particulier. Je vous ai coupé, vous dites continuez, c'est juste pour moi dire que c'est Mustapha Sedjel. Dans ce film, donc bon, d'abord le film il est en noir et blanc, principalement en archives, et donc le fait d'intégrer les photos, les dessins de Monsieur Sedjel a apporté beaucoup de force au documentaire. Parce qu'il y a une chose, quand on travaille sur des archives, c'est pas nous qui avons fait les images, donc on essaye par tous les moyens de trouver une certaine cohérence, parce qu'il faut trouver des raccords, parce qu'il faut pas choquer le spectateur. Le travail des spécialistes, des techniciens de la télévision et du cinéma cherche toujours des raccords pour raconter une histoire. C'est comme une histoire, il faut la raconter, c'est comme... vous écrivez une phrase, il y a un verbe, il y a un sujet, il y a un complément. Et donc, vous mettez que des sujets, donc la phrase n'a plus de sens. Et donc, on a essayé donc, par ce genre d'apport qui est artistique, un apport très intéressant, qui certainement... J'espère qu'il a beaucoup plu aux spectateurs. En tout cas, nous, on a bien aimé. Ça donne cette fluidité. Ça nous permet aussi de suivre le récit, de casser un petit peu ces images d'archives que parfois on voit et on revoit. Et c'est un procédé qui est venu s'ajouter à votre filmographie. Avant de faire cette émission, on a parlé au téléphone parce que on se disait c'est difficile de travailler dans une période de pandémie, c'est vrai pour le cas de Sedjel, parce que pas évident d'envoyer le scénario à travers le web et vous caler, envoyer les dessins. Ce soir on salue Mustapha, on lui dit merci, on sait que vous êtes quelqu'un de très engagé, vous avez la patrie et le pays dans le cœur et dans le sang. Et il faut savoir que Mustapha a fait plusieurs expositions. Il vit en France. Il vit en France et il transmet cette histoire à notre communauté à travers des planches magnifiques. Même au sein de la commémoration du 17 octobre, par exemple, on a vu des tableaux qui étaient posés comme ça pour expliquer aux jeunes français et algériens ce qu'a été commis contre le peuple algérien en 1961 et dans d'autres dates, bien sûr.
on s'est appelé, vous me dites, Amir, qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième film? Qu'est-ce qu'on va proposer comme deuxième film pour la soirée ciné-thématique après Les Colombes de la Liberté? Bien sûr, on voulait un film comme celui de Youssef Sahraoui d'ailleurs, Le Silence des cendres, parce qu'on voulait rendre hommage à M. Mohamed Saadji, à ces écrivains et écrivaines aussi qui ont rapidement pris en charge le récit national et qui ont écrit sur les souffrances du peuple algérien avant l'indépendance, pendant la guerre de libération et même après, ils ont continué le combat. Mais vous me dites, Amir, moi mon souhait c'est que vous diffusez le film de Mohamed Lakhdar Hamina, Le vent des Aurès. Pourquoi ce film spécialement Bouzid Oud Houssine? Et il vous évoque quelque chose de particulier, ce film? Pour moi, c'est un classique. C'est un classique. Lakhdar Hamina est un réalisateur, mais aussi doublé de direction de photo. C'est quelqu'un de l'image. Il est en noir et blanc, ce film. C'est un film qui a été réalisé donc 4 années après l'indépendance. On est en 65 et c'est l'année charnière de la production cinématographique algérienne. En parallèle avec, je crois, L'Aube des damnés de Rachdi. Voilà. Mais moi, je dis c'était parce qu'il raconte l'histoire d'une maman. D'une maman à qui on a pris son enfant et qu'on a mis dans un des centres de rétention. Et on a à chaque fois, donc elle passe son temps à courir et à chercher auprès de son fils qui a disparu. Et à travers ce récit-là, ce film, ce développement, on découvre toute la vie de la paysannerie et sa souffrance pendant cette rudeur. Donc c'est quand même un film très très fort. C'est pratiquement un film sociologique sur notre vécu pendant cette période charnière. On parle aussi d'un condensé, d'un concentré de comédiennes et de comédiens venus du théâtre, à l'instar de Hassan Hassani, Mustafa Katibijou, Kiltoum, une grande dame. Puis on a bien sûr Mohamed Chouir qui nous vient de la grande ville de Mostaganem, cette ville culturelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'apport justement de ces comédiens quand ils viennent appuyer un récit comme celui de Tawfiq Fares, de Mohamed Lakhdar Hamina, n'oublions pas qu'il était au sein de cette unité cinématographique du GPRA, avec Cécile de Cugis, avec Revautier, avec Moussaoui, Chandarli et Rachdi et plein d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces comédiens? Pratiquement n'a pas parlé dans le film. Imagine, il y a des films comme ça où il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a beaucoup d'émotions, on raconte aussi, beaucoup de choses. C'est ça le plus important, parce que le discours, on n'a pas besoin de discours. Parfois on n'a pas besoin de discours quand l'acte est là, quand le regard est là, et quand la souffrance d'une maman qu'on voit chercher son fils partout. Absolument. Le deuxième, c'est Boubagra, c'est Hassan Hassani, c'est le paysan. Donc c'est un monument. Quand on veut présenter un paysan, on appelle Hassan Hassani, et pourtant c'est un citadin qui habitait à Bouzrea. Ce film-là, vous vous rappelez de la première fois où vous l'avez vu? Oui, enfin, me rappeler, pas exactement, mais bon, j'étais jeune. Enfin, il faut se rappeler qu'il fallait attendre les années 70 pour avoir une télévision chez nous. Mais dans le cinéma, puisque je sais que vous êtes un cinéphile, vous avez... Oui, dans le cinéma, on l'a vu. Vous vous rappelez de ce jour-là? Oui, oui. Est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier quand on regarde ce genre de production cinématographique d'un pays si jeune, d'un pays qui vient d'arracher son indépendance et qui, dès les 4 années qui sont venues juste après 1962, a produit des films forts qui vont même rafler des prix, à l'instar de Vent des Aurès, à l'instar justement aussi du film Chronique des années de Brest qu'on a montré il n'y a pas longtemps, L'Aube des damnés, plein de films, Une si jeune paix de Jacques Charby. Voilà. Non, il faut se dire une chose, il y a la technicité. Hamina a fait l'école de Prague,
Mais il y a aussi, quand la technicité est doublée d'engagement, on arrive à faire des choses merveilleuses. Oui. Parce qu'on peut être technicien, mais on peut pas raconter beaucoup de choses. On peut faire de très belles images, mais si on n'a pas l'engagement, si on n'a pas des choses à raconter qui remontent des tripes, donc on ne peut pas apporter quelque chose de très fort. La passion du 7e art. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Bouzidoul Houssine? Rien que de belles choses, en tout cas. Beaucoup d'autres films. Beaucoup d'autres films, beaucoup d'autres scénarios. La fiction, peut-être. Oui, mais aussi, vous le faites très très bien dans le documentaire. Continuez à nous transmettre l'histoire de notre pays. Je salue celles et ceux qui ont travaillé avec vous durant une période très longue. Je sais que ça a été difficile pendant la pandémie de ramener des équipes, de les faire sortir, de faire très attention par rapport aux gestes barrières, par rapport à plein de contraintes. À travers vous, Bouzid, je me permets d'embrasser vraiment chaleureusement la Moudjahida Zoubida Amirat. J'espère qu'elle va nous regarder ce soir et j'espère qu'elle nous regarde. On lui dit merci beaucoup d'avoir fait ce que vous avez fait, madame, parce que c'est grâce à vous et grâce à vos semblables qu'on est aujourd'hui là en train d'émettre des émissions et de parler de notre culture. Je passe aussi un message, il y a de l'émotion ce soir à madame Garmia Feria aussi. Merci pour votre beauté, pour votre sensibilité, pour votre amour pour l'Algérie, pour les Algériens, pour le pays, pour l'humanité, tout simplement. J'aurais aimé aussi m'adresser à madame Yvette Maillot, mais je sais que de là où elle est en train de nous entendre et elle sait que l'engagement de son frère et son engagement ne va pas partir comme ça en vain, parce qu'il y aura des générations après nous qui vont faire des documentaires et raconter leur histoire. Ils vont traverser le temps jusqu'à la fin des temps. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, je le dis avec le cœur. Merci à Nabil Filibèche qui a réalisé cette émission. Hassiba Hasnaoui, merci pour les vitamines. Parce que c'est grâce à toi aussi que j'arrive à être en forme et faire des émissions. Merci à vous, Bouzidoul Houssine. Merci à la programmation de Canal Algérie, au service des archives, à toutes les équipes techniques, au staff du Studio 8. Merci de nous avoir soutenus. Quant à moi, je vous dis bon film sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Prenez soin de vous. Je vous adore. On vous aime. Ciao, au revoir.